C'est bon? Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouvel entretien spécial organisé par la Fondation Trophée de l'Africanité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter cette fondation. Et comme son nom l'indique déjà, Trophée de l'Africanité, c'est une fondation qui œuvre ici pour la défense et le rayonnement des valeurs africaines. Il faut que je vous dise ici que la présidence de cette fondation est assurée par monsieur le très panafricain Nasrallah Belkayat. C'est une fondation qui organise des webinaires sur de diverses thématiques d'ordre économique, politique, social, juridique, économique, sanitaire, pour ne citer que cela. Cette fondation, depuis sa création, a décoté plus d'une centaine de personnalités africaines, dont une dizaine de présidents. Et le dernier en date est bien le président de l'Union des Comores, son Excellence M. Azali Assoumani. Il faut aussi que je vous rappelle ou que je vous informe que cette fondation anime également des formations à travers son centre de recherche et de développement dont la direction est assurée par M. Jacques Kofi. Cette fondation produit également des articles souvent en rapport avec l'Afrique. Et ce soir, nous allons ici recevoir trois grandes personnalités dont les noms vous seront dits tout à l'heure sur un thème d'une importance capitale. Et le thème s'intitule « Éducation, quel partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne? Enjeux, perspectives et solutions ». Mais ici, avant de passer la parole ici à nos vaillants honorables intervenants, permettez-moi d'introduire ce thème par une lettre qui a résulté d'une rencontre ou du sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. On nous dit que le 6e sommet Union africaine-Union européenne s'est tenu du 17 au 18 février 2022 en amont du sommet. Une conférence préparatoire sur les relations commerciales européennes-africaines a été organisée le 17 janvier 2022 à Paris. Un partenariat renouvelé et renforcé. L'Union européenne souhaite demeurer à tous égards le premier partenaire de l'Afrique sur le plan économique, commercial, mais aussi en matière de sécurité, d'aide publique au développement et humanitaire, a souligné Frank Riester, ministre chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Les participants se sont rendus sur une vision commune pour les deux unions. Ils ont adopté une déclaration qui contient une série d'engagements. Le premier défi consiste à assurer un accès juste et équitable aux vaccins dans un contexte de crise sanitaire. L'Union européenne réaffirme son intention de fournir à l'Afrique au moins 450 millions de doses de vaccins. Un autre enjeu majeur pour l'Afrique concerne les droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international FMI en 2021 pour amortir les conséquences de la pandémie COVID-19. La déclaration finale appelle à des contributions volontaires et ambitieuses de la part des États membres pour réallouer aux pays africains des droits de tirage spéciaux. Les DTS sont des actifs monétaires qui peuvent être convertis en devises, soit pour rembourser des obligations auprès du FMI, soit dépensés sans créer de dette. Des investissements à hauteur de 150 milliards d'euros, le Global Gateway. Un autre défi majeur concerne les investissements européens dans le cadre de l'initiative Global Gateway. L'Union européenne compte investir 150 milliards d'euros en Afrique. Il s'agit du premier plan régional sous Global Gateway, une stratégie définie par la Commission européenne et le haut représentant de l'Union européenne, fin décembre 2021. En ce qui concerne l'Afrique, la stratégie est conçue pour accélérer la transition écologique et numérique, la croissance durable et la création d'emplois décents. Elle doit également renforcer les systèmes de santé et améliorer l'éducation et la formation. La Commission a élaboré 10 paquets thématiques d'investissement dont la santé, fourniture et déploiement de vaccins, aide à la production locale jusqu'à 60% des vaccins utilisés sur le continent à l'horizon 2040, le secteur de l'énergie, augmentation de la capacité des énergies renouvelables, mise en place des interconnexions électriques régionales et intégration des marchés. La grande muraille verte africaine, verdissement du Sahel couvrant 18 pays, les infrastructures, intégration des réseaux de transport multimodaux africains et européens, adaptation de ces réseaux au potentiel économique d'une zone de libre-échange continentale africaine. Voilà un peu la lettre qui a bien sûr résulté de ce sommet.
Mais avant de passer la parole à nos vaillants intervenants, permettez-moi de les présenter. Nous allons recevoir en premier lieu M. Difa Abezouken. Il est docteur en droit public et en sciences politiques. Et en second lieu, nous serons tenus en haleine par M. Alahman Menda Benzamin. Il est doctorant en droit international public. Il est également auteur, écrivain. Voilà. Et enfin, nous allons recevoir M. Kokouvi Abaili Abassa. Il est assistant économique à l'ambassade du Togo au Maroc. Voilà, comme vous venez de voir, avant de passer la parole ici à Monsieur Difa Abezouken, docteur en droit public et sciences politiques, permettez-moi de vous dire ici que le thème dont nous allons aujourd'hui, le thème sur lequel nous serons tenus en haleine par ces intervenants est d'une importance capitale. Comme a dit l'ancien président sud-africain, son Excellence Monsieur Nelson Mandela, il dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Donc, monsieur Difa Abezouken, docteur en droit public et en sciences politiques, nous allons vous poser cette question. Pourquoi miser aujourd'hui sur l'éducation? Alors, avant tout, je tiens à vous remercier pour l'opportunité. Remercier le président de la Fondation pour les initiatives qui ont pour objectif de permettre à la jeunesse africaine de donner son point de vue sur les sujets qui intéressent le continent. Alors, effectivement, la question de l'éducation, elle est importante. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez cité l'ancien président sud-africain et avec sa déclaration, donc ça veut tout dire. On ne peut pas parler aujourd'hui de développement sans un système éducatif qui soit performant et surtout qui soit en continuelle adaptation par rapport aux évolutions au niveau national et international. Et la question de l'éducation, elle est importante pour l'Afrique qui aujourd'hui doit relever d'énormes défis et pour le développement tant au niveau économique que social. Donc, tout cela, bien sûr, donc ça doit passer par la formation et cette formation, ça se fait dans les écoles, dans les universités, d'où la nécessité justement de penser à un gros investissement dans ces secteurs, puisque c'est des investissements qui ne rapportent pas sur le coup, mais qui sont plutôt des investissements à long terme, puisque, encore une fois, un enfant qui naît aujourd'hui, qui part à l'école, il sera demain adulte et il sera amené à prendre les rênes d'une certaine façon ou à participer d'une certaine façon à l'évolution de la société dans laquelle il a grandi. Donc, c'est un investissement à long terme et je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps que voilà, cela se comprenne et comprenne les mesures de la situation en Afrique pour faire de l'éducation un levier en fait du développement. Ouais. Vraiment, c'est très pertinent ce que vous venez de dire. Il faut aujourd'hui que nos chefs d'État prennent conscience que l'éducation doit constituer le levier de notre développement tant attendu. Et monsieur Alahman Menda Benzamin, qu'en pensez-vous? Oui, donc oui, bonjour à tout le monde, j'espère que bonsoir. Pourquoi miser sur l'éducation? Oui, très bien. Alors, pourquoi miser sur l'éducation? Alors, de manière globale, je vais quand même préciser terminologiquement, le terme éducation est un terme assez générique qui concerne globalement le fait de un certain nombre de moyens dans l'objectif d'aider un être humain à se développer d'un point de vue personnel, physique, mais aussi parfois moral. Et donc, il faut quand même distinguer l'éducation de l'instruction. C'est deux choses que je voudrais quand même préciser. L'instruction vise plus le côté de l'esprit, c'est-à-dire aussi l'éducation, elle comporte un paquet qui met aussi également l'instruction en place. Alors, pourquoi miser sur l'éducation en Afrique? Ça a déjà été globalement poussé. Premièrement, parce que l'éducation est un droit. L'éducation est un droit, la déclaration
droits de l'homme. Il faudrait que l'éducation soit accessible à tous, hein, mais aussi l'UNESCO insiste également dans bon nombre de ces rapports, mettant au cœur de ces différents types de l'éducation en esprit des gouvernements africains. L'éducation, pourquoi l'éducation? C'est aussi parce que l'éducation permet à l'être humain de se former et donc qualitativement quelqu'un qui va pouvoir influencer la société. Il faut savoir qu'au niveau de l'Afrique, parmi alors quand on parle aussi de l'éducation en Afrique, attention de distinguer ce qu'on appelle le système d'éducation traditionnel, le système d'éducation que je qualifierais de moderne. Alors en général en Afrique, ces deux systèmes essayent de cohabiter. L'éducation traditionnelle en Afrique, on peut citer par exemple à la dont le moyen principal est la transmission par la voie orale. C'est pourquoi en Afrique, lorsqu'un gars qui meurt, c'est plutôt technique. Parce que c'est celui qui va transmettre un certain nombre de valeurs. Et donc, vous pouvez donc trouver des gens éduqués, mais qui ne sont peut-être pas instruits légalement. C'est une éducation dont on parle. C'est une éducation moderne, dont la finalité est non seulement l'épanouissement personnel, son épanouissement intellectuel, mais aussi son intégration au sein de la société en collectif. Je ne sais pas trop si je peux plus en général, c'est un droit qui est consacré par la nation et qui est généralement délégué au ministère de l'enseignement. On doit mettre en œuvre son éducation et il y a pour certains États des lois pour pouvoir consacrer, par exemple, comment est-ce que le système éducatif va être structuré. Donc, généralement, dans ces lois, on dira que le système scolaire, qui est consulté par la suite un système primaire, également un autre système secondaire, et de manière graduelle, on va faire ce qu'on appelle l'enseignement supérieur. Donc, l'éducation est au cœur du développement. Si vous n'avez pas d'éducation, vous ne pouvez pas faire face. Et parmi l'un des gros problèmes de l'enseignement, c'est le problème de la qualification. C'est ce qui fait que même lorsqu'il va y avoir, par exemple, dans un secteur minier, vous verrez que les experts sont des expatriés ou encore etc. Donc, l'éducation, c'est vraiment le pilier du développement et je pense que, alors, dans la déclaration qui a été faite, notamment, c'est vrai que l'éducation, c'est quand même. Mais avant cela, en 2021, il y avait déjà eu une rencontre qui avait décidé de mettre en place une certaine disposition. Et elle le fait déjà depuis des années. Il y a d'autres aspects qui paraître long. Ouais. Vraiment, merci. Ce que vous venez de dire, c'est très pertinent, c'est très intéressant. Il faut miser sur l'éducation parce qu'avant tout, l'éducation est un droit. Bien sûr, l'éducation fait partie des droits universels de l'homme. Il faut miser sur l'éducation parce que l'éducation est un moyen d'épanouissement. Il faut miser sur l'éducation, comme l'a dit l'autre. L'éducation ici, seule l'éducation développe des qualités qu'elle ne donne pas. Bien, avant de passer ici la parole au prochain intervenant, permettez-moi de la passer directement à notre président, le très panafricain Nasrallah Belkayat. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci Mandjou, merci pour la présentation. Merci aux invités qui ont répondu favorablement à notre invitation aussi. Aujourd'hui, le thème qui a été choisi est d'une importance capitale parce que l'Afrique est en train de vivre un drame communautaire. Nous avons des jeunes qui meurent dans les océans, dans les déserts, dans les routes, et ça ne s'arrête pas. C'est une véritable hécatombe.
Et face à cette situation, il faut savoir que la responsabilité, elle est planétaire. Elle n'est pas simplement, tout le monde doit se sentir responsable. Et c'est pour ça que l'africanité restera ouverte au monde, pas seulement l'Afrique. Toute personne qui peut aider l'Afrique, elle est la bienvenue et c'est un honneur pour l'Afrique. Aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des activités, beaucoup d'associations qui ont des activités, on va dire, dans le domaine de l'éducation, mais sur plusieurs volets. Vous avez des congrès, des événements, mais en réalité, tous ces événements qui sont organisés par l'Afrique ou les Africains ont-ils véritablement un impact favorable au développement et au futur de l'Afrique? C'est une question qui se pose. C'est une question parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est un fruit. Vraiment. Si nous sommes arrivés à ce résultat, c'est que c'est un fruit et nous n'allons pas verser dans la victimisation et dans des réclamations de je ne sais quoi. On est responsable de ce qu'on est. Et on doit faire notre part de travail. Et c'est là où la force sociale, la force politique, la volonté politique ou la force de la jeunesse. Aujourd'hui, on a compris que c'est une chance inouïe pour les jeunes africains. Ils peuvent apprendre un métier, ils peuvent travailler, gagner leur vie honorablement grâce à Internet. Le monde a changé. Donc aujourd'hui, ce partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique, je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'événements qui se font en Afrique, mais qui ne tiennent pas compte de ce partenariat ou qui ne sont même pas au courant, alors qu'il y a une déclaration qui a été faite. Vous savez, un pays ou un continent ne peut véritablement se développer que si sa capacité à faire circuler l'information, la bonne information, elle est évidente. Regardez aujourd'hui les jeunes Africains avec Internet, avec le mobile, ils investissent énormément de temps. Mais tout ce temps qu'ils investissent sur Facebook, les réseaux sociaux, quel impact ça a pour sa propre vie personnelle? Est-ce que ça lui permet d'évoluer sur le plan? Donc aujourd'hui, on est condamné à cultiver l'autodidactie, devenir autodidacte, quel que soit le statut que vous avez, parce que le monde change, et on doit évoluer et on doit comprendre ce qui se passe. On ne doit plus vivre dans la réclamation, on doit vivre dans l'action. Et chacun est responsable. Chacun est responsable de ce que va devenir l'Afrique de demain. Cette forme de responsabilité, de conscientisation, ce n'est pas seulement l'affaire des hommes politiques ou des chefs d'État. C'est l'affaire de tout citoyen, qu'il soit en Afrique ou ailleurs, et de toute personnalité qui veut aider l'Afrique. Donc nous, cet état de lieu que je fais dans ce débat, effectivement, aujourd'hui, plus que jamais, l'Africain doit réussir. Nous avons besoin d'une Afrique où les Africains, à l'intérieur d'eux-mêmes, ont déjà réussi dans leur mental. Ça doit être des gens qui ont déjà... Ils ne sont pas là à chercher une cause pour justifier leur échec. La preuve, c'est que nous avons de nouveaux jeunes qui ont réussi à partir de rien et qui sont en train d'aider le village, qui sont en train de diaspora, ils envoient de l'argent et tout. Donc, moi, je propose, je félicite le débat qui est lancé. Je remercie les interventions donc, de M. Djifa et de M. Benjamin, et nous attendons avec impatience Abassa. Mais le cri de la Fondation aujourd'hui, l'appel, c'est que je demande à tous les organisateurs d'événements qui participent au développement de l'Afrique de tenir compte des résolutions, des partenariats qui se font entre le continent et l'Union européenne et même avec les autres continents. On ne peut pas travailler sans avoir d'impact. Vraiment. Voilà, je vous remercie. Et vraiment, merci, Monsieur le Président. Je pense que vous venez de voir pourquoi je l'appelle le très panafricain.
chaque fois qu'il prend la parole, c'est son africanité, son panafricanité qui apparaît vraiment clairement. Voilà, il vient de lancer un appel, un cri de cœur à tous les leaders de l'Afrique. Il faut vraiment qu'on tienne compte des résolutions qui découlent souvent de nos partenariats avec le reste du monde. Je vais rajouter quelque chose quand je vous avais dit ça. Moi, j'ai eu la chance de grandir au Sénégal. Wow. À Dakar. Donc, j'ai fait 15 ans au Sénégal parce que mon père, il était envoyé dans le cadre des accords du ministère des Affaires étrangères entre le Sénégal et le Maroc. Donc, j'ai grandi au Sénégal. Donc, j'ai appris le Wolof. J'ai eu la chance de découvrir la solidarité africaine à partir d'un plat de tchéboudienne des petits. Il y a un plat que tout le monde se met autour et il mange. Donc, c'est une culture, la solidarité. Et c'est notre force. Donc, l'intelligence collective, notre destinée et notre solution. Et nous pouvons le faire parce que nous avons des génies avec nous en Afrique. Vraiment. Il suffit d'écouter les gens qui en parlaient tout à l'heure pour comprendre qu'il y a un parfum de talent qui est en train on est en train de ressentir. Oui, alors je te laisse la parole. Vraiment, merci. Si je dois résumer votre intervention, je la résumerai par ceci. L'éducation est un progrès social. L'éducation n'est pas une préparation à la vie. L'éducation est la vie même. Monsieur Abayi, Monsieur Abassa? Allô? Oui, je vous écoute. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, en Afrique, on doit miser sur l'éducation? D'accord. Merci pour la question. Je voudrais profiter de cette tribune d'abord pour remercier le président de la Fondation, M. Nasra Berkayat, pour son ouverture et son africanité qui démontre à travers la Fondation, ainsi que toute l'équipe de la Fondation qui ne ménage aucun effort à organiser des événements et sur des thématiques pointues qui touchent vraiment au développement de l'Afrique. Profiter aussi de ce tribune pour remercier ceux qui soutiennent vraiment la Fondation à travers leur participation et leur, je peux dire, leur rapport à toute organisation que la Fondation organise. Aussi mes remerciements à mes co-panélistes. Mais j'aimerais tout de suite corriger quelque chose un tout petit peu. J'aurais aimé que vous me présentez en tant qu'économiste politicien pour cet événement parce que je suis en partance de l'ambassade pour une autre raison. Je suis à l'ambassade, donc c'est déjà beaucoup. Il me faut aller voir un peu ailleurs, donc quelque part qui sera encore plus intéressant pour l'apprécier dans nos prochains jours. Donc, tout de suite, pour entrer dans ce sujet, mes prédécesseurs ont évoqué l'importance de l'éducation pour l'Afrique, mais j'aimerais dire tout de suite que ce n'est pas seulement pour l'Afrique, mais c'est pour tout le monde entier. L'éducation est un élément très, 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 très important pour le développement. Pour la simple raison que si vous, d'un constat général, aucun dirigeant de ce monde ne fait son discours, aucun président, aucun premier ministre n'entame son gouvernement sans parler de l'éducation. Aucun politicien ne fait sa campagne sans parler de l'éducation. Cela veut dire que l'éducation est au cœur de toute politique. L'ODD 4, c'est-à-dire l'objectif du développement durable, a consacré son à l'éducation pour tous. Donc, comme M. Benjamin l'a souligné, l'éducation, c'est un droit. D'abord, c'est un droit, mais c'est un élément aussi très important. Nous parlons de l'éducation. Qu'est-ce que nous entendons par l'éducation? L'éducation est l'action de développer un ensemble de connaissances et de valeurs morales, physiques, intellectuelles, scientifiques et autres, considérées comme essentielles pour atteindre le niveau de culture souhaité. Elle permet de transmettre d'une génération à une autre
la culture nécessaire au développement de la personnalité et de l'intégration sociale de l'individu. Donc, partant de cela, nous voyons déjà que cette définition, quand bien même n'embrasse pas tous les facteurs, tous les aspects de l'éducation, ça présente déjà l'importance de l'éducation. Cette éducation, on peut l'acquérir dans plusieurs, comment on appelle, circonstances, que ce soit en famille. C'est un devoir d'abord à une famille d'éduquer son enfant qui est né, d'éduquer sa famille. On peut acquérir ces connaissances à l'école, qui est une obligation de l'État de mettre l'éducation à portée de tous. On peut acquérir cette connaissance ou bien avoir cette éducation à travers la lecture, à travers les médias et aujourd'hui beaucoup plus à travers l'Internet. Donc, partant de cela, nous pouvons dire que l'éducation est un élément très, très, très important pour tout être humain. Donc, vous pouvez constater que l'éducation est un puissant facteur de changement et de développement. Elle améliore la santé, puisque si vous avez une éducation sur la façon dont vous allez vivre d'une façon saine, cela veut dire que vous vous protégez, vous vous améliorez d'abord pour vous-même, et ça améliore les moyens de subsistance. Elle contribue à la stabilité sociale, puisque si vous êtes intellectuellement bon, vous pouvez comprendre facilement l'autre. Donc, vous pouvez communiquer mieux avec l'autre. Cela veut dire que l'apaisement social s'installe déjà à ce niveau. Et l'éducation stimule la croissance économique à long terme. Donc, elle est aussi essentielle à la réalisation de chacun des 17 objectifs du développement durable. J'évoque toujours je mets beaucoup plus de focus sur comment on appelle, ces 17 objectifs du développement durable. Parce que c'est la boussole que tous les pays utilisent aujourd'hui. Et nous constatons que sans l'éducation, on ne peut pas atteindre les 16 autres objectifs du développement durable. Donc, l'éducation est un élément très, très important. Bon, ça, c'est d'une manière générale. Maintenant, pour l'Afrique. Vu notre... je ne voudrais pas parler du retard, mais notre positionnement un peu plus faible par rapport aux autres continents, nous devons miser beaucoup plus sur l'éducation. Cette éducation qui doit permettre pas seulement d'avoir la connaissance livresque, mais qui doit permettre à ceux, comment on appelle, cohabitation sociale. Nous avons les guerres qui, un peu partout. Si ces personnes sont bien éduquées, je ne pouvais pas imaginer que ces personnes peuvent prendre des armes pour revendiquer un droit. Ils pouvaient passer par des voies d'une façon légale pour revendiquer leur droit. Si un politicien qui vient au pouvoir a une bonne éducation, il ne peut pas voler les deniers publics. Si un intellectuel qui accède à un poste a une bonne éducation, il va travailler d'une façon correcte pour que la mission qu'on lui a confiée, cet intellectuel va l'exercer mieux pour le bien de tous. Quelqu'un qui est bien cultivé, qui a une bonne connaissance, qui a une ouverture d'esprit, acquis à travers une bonne éducation, c'est quelqu'un qui peut mieux améliorer, comme on appelle, les conditions de vie de son entourage et de tous. Donc, moins d'inégalités, moins quelqu'un, un riche qui est bien éduqué, c'est qu'il doit partager sa richesse avec les autres pour qu'il y ait moins d'inégalités sociales, moins de frustration dans la société. Donc, l'éducation est au cœur de tous et l'Afrique a besoin d'investir, je peux dire, plus de 30% de ses ressources dans l'éducation, puisque c'est l'investissement pour un développement. Je m'arrête là et on peut revenir sur les autres aspects
plus tard. Waouh, c'est vraiment très pertinent, très intéressant ce que vous venez de dire là. De votre intervention, on peut retenir ici que l'éducation est non seulement un devoir, mais aussi est non seulement un droit, mais aussi un devoir. Et si je dois résumer également votre intervention, je la résumerai par une citation du philosophe historien burkinabé. Je veux parler de Joseph Kizerbo. Il disait que lorsque tu veux vraiment empêcher le développement d'un pays, qu'il faut détruire son éducation. Bien. Et avant de passer ici à la deuxième question, je voudrais dire ceci. La pandémie de COVID-19 a aggravé la crise dans le domaine de l'apprentissage en Afrique en limitant fortement l'accès à l'éducation. Dans le souci de rehausser le niveau d'apprentissage en Afrique, il s'agira de trouver des partenariats en vue de développer des approches innovantes et d'obtenir de meilleurs résultats en matière d'apprentissage qui permettent bien sûr de répondre aux besoins futurs, y compris dans les domaines émergents tels que le secteur numérique ou les technologies vertes et respectueuses du climat. Maintenant, je vais revenir à monsieur Difa. Monsieur Difa, comment l'Afrique peut-elle profiter de l'opportunité offerte par l'Union européenne en termes d'éducation? Merci pour la question. Moi, j'ai juste un petit problème, en fait, concernant je ne sais pas si c'est même pas, c'est ma vision des choses. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas, on ne va pas considérer l'Afrique comme étant un tout, et du coup, essayer d'appliquer une solution commune à l'ensemble. L'Afrique est constituée de plusieurs pays et chaque pays a, je dirais, ses réalités et ses points forts en termes de politique d'éducation, etc. Donc, quand on parle de qu'est-ce que l'Afrique peut tirer d'un partenariat avec l'Union européenne, bon, la question quand même, elle est un peu vague parce que, encore une fois, nous avons une Afrique qui est constituée de plusieurs pays qui ont leur propre réalité. Donc, mais en grosso modo, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cela? Et je dirais que si vous constatez, voilà, vous allez voir que la plupart la quasi-totalité des pays africains ont des partenariats avec les pays européens et dans le domaine de la formation et de l'éducation à travers plusieurs programmes de bourses qui sont octroyés aux ressortissants des pays africains pour aller se former. Et là n'est pas le souci, puisque depuis, même avant les indépendances, les Africains partent toujours en Europe pour se former. Le but, c'est justement d'acquérir de la connaissance, de l'expérience et pouvoir les mettre en pratique en Afrique. Et ça continue aujourd'hui. Mais la question, c'est le suivi, en fait, de ces partenariats-là. C'est le suivi qui est fait de ces étudiants qui partent pour aller étudier à l'extérieur. C'est le suivi qui est fait par les gouvernements. C'est pour ça que je dis que c'est difficile de mettre tout cela dans un même panier en disant l'Afrique, parce que chaque pays a ses propres réalités. Vous avez dans le lot certains pays qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres. Vous avez certains qui font le suivi de leurs étudiants et ils savent que telle personne qui a été envoyée ici a fini et qu'il doit rentrer pour mettre sa contribution dans le développement du pays d'une certaine façon. Vous avez d'autres aussi qui ne font pas le suivi et qui laissent à l'étranger leurs ressortissants pour lesquels ils ont investi, rappelons-le, puisque quand ces étudiants partent, certes, ils partent avec une bourse d'un pays quelconque de l'Union européenne, mais l'État qui l'envoie également les soutiennent par des compléments de bourse ou d'autres moyens. Voilà. Mais quand vous voyez qu'il n'y a pas de suivi par rapport à tout cela, c'est du gaspillage, puisque vous allez former quelqu'un et vous le laissez dans la nature où voilà, la personne reste là où il a fait la formation, donc en l'occurrence en Europe. Donc, cette personne va plutôt contribuer à la production et au développement du pays où il a été formé
plutôt que de revenir dans son propre pays pour mettre en œuvre ce cas. Si vous prenez le cas de, par exemple, d'un ingénieur agronome qui va se faire former en France, et vous allez voir que cet étudiant, quand il aura fini, il ne va pas vouloir rentrer dans son pays parce que il n'y aura pas les infrastructures nécessaires qui vont lui permettre de mettre en application ce qu'il a appris. S'il revient, ça va être potentiellement pour rester dans un bureau, dans un ministère. Or, est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de gens qui restent dans les bureaux ou bien des gens qui sont sur le terrain, ou soit dans les laboratoires pour étudier et travailler sur les nouvelles formes qu'on puisse développer pour la question principale aujourd'hui, nous avons la question de la vie chère sur les denrées alimentaires. Comment on peut expliquer que malgré la quantité de terres arables que nous avons aujourd'hui, on puisse dire que nous ne pouvons pas manger en Afrique parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Donc, tout cela, en fait, c'est un tout. C'est tout le système éducatif qu'il faut voir avec toutes les infrastructures à mettre en place pour que les personnes qui partent à l'étranger pour faire les études, quand ils y vont, surtout, il faut que ce soit une formation adaptée aux besoins du pays qui les envoie. Donc, aujourd'hui, on envoie les gens pour aller se faire former, mais ils sont formés sur des thématiques ou des sujets qui concernent beaucoup plus les pays d'accueil que le pays d'envoi. Ce qui fait que quand ils finissent de se faire former, ils ne vont pas trouver l'utilité de revenir parce qu'ils ne pourront pas exercer ce qu'ils ont appris. Donc, ça aussi, c'est un gros problème. Tout cela, ça fait partie d'une politique, enfin, d'un cadre général que chaque pays doit développer. C'est encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est difficile de mettre toute l'Afrique dans un même panier et dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer du partenariat avec l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, de l'Union africaine, c'est uniquement sur le plan politique. Sur d'autres plans, chaque pays se débrouille et chaque pays établit ses propres politiques d'éducation et de santé et autres. Donc, voilà, si on revient encore à la question de base, qu'est-ce que l'Afrique va tirer? Je dirais plutôt qu'est-ce que nos pays, pris individuellement, vont tirer du partenariat avec l'Union européenne, puisque chaque pays, au-delà de ce qui est fait et avec l'Union africaine, chaque pays a ses propres coopérations, ses propres partenariats avec les pays de l'Union européenne. Donc, la base déjà, c'est de revoir en fait nos priorités. Quels sont les secteurs dans lesquels nous avons besoin de personnes formées, de personnes compétentes? Cela n'est pas fait aujourd'hui, malheureusement. Cela n'est pas fait aujourd'hui. Il suffit juste de voir le nombre de personnes qui se font former à l'étranger et qui y restent. Donc, il suffit juste de voir cela. Donc, c'est déplorable, mais malheureusement, et c'est le cas, il faut le dire, il n'y a pas en fait cette vision et cette étude de fond d'abord pour étudier nos besoins en termes de formation et surtout mettre en place les infrastructures nécessaires pour que les personnes qui vont aller se faire former reviennent pour pouvoir les utiliser et mettre en application ce qu'ils ont appris. Encore une fois, si je reprends l'exemple de l'ingénieur agronome qui va revenir et qui ne va pas trouver un laboratoire équipé qui lui permettra d'étudier les variations ou les variantes de plantes qu'on puisse avoir pour adapter notre consommation ou répondre aux besoins de la consommation de la population, cette personne ne reviendra pas. Donc, on peut très bien nouer des partenariats avec qui on veut, mais si le travail de base n'est pas fait, c'est-à-dire un travail d'étude pour voir quelles sont nos potentialités, quels sont nos besoins, qu'est-ce que nous devons faire pour répondre à ces besoins, quelles sont les infrastructures à mettre en place pour accueillir les éventuelles personnes qui iront ailleurs, en Europe en l'occurrence, pour se faire former, quelles sont les infrastructures à mettre en place pour pouvoir les accueillir, pour qu'ils puissent mettre en application ce qu'ils ont appris. Ça ne fonctionnera pas. Je veux bien entendre que chacun va apporter sa pierre à la construction du pays dont il est originaire ou de toute l'Afrique, mais nous avons également des officiels qui ont pour rôle, il ne faut pas l'oublier, qui ont pour rôle et la mission. Parce que quand on se dit dirigeant, c'est parce qu'on a accepté de prendre en charge une mission commune.
qui est de veiller à l'intérêt général. Donc, nos officiels doivent aujourd'hui repenser la question de l'éducation, voir quels sont nos besoins et voir dans quelle mesure adapter les formations à ces besoins-là. Donc, si aujourd'hui, malgré le nombre d'années que nous avons à envoyer des personnes en Europe pour se faire former et que rien ne semble bouger, c'est uniquement parce qu'il n'y a pas cette adéquation entre les envois qui se font et nos besoins réels. Donc, les gens sont formés, mais ne reviennent pas, ils restent à l'étranger et on continue de la même manière chaque année, chaque année, chaque année. Donc, avant de parler de ce qu'on peut tirer de ce partenariat, il faut plutôt revenir à la question de quelles sont les choses dont nous avons besoin chez nous. Quels sont nos besoins en termes de formation et cela doit répondre à quel objectif. Donc, voilà, en grosso modo, ce que je peux dire sur cela. Vraiment, je pense que vous venez de toucher du doigt les vrais problèmes de l'Afrique. Il dit ici que, bien sûr, pour remédier à ces problèmes, il faut opter pour la mise en place d'infrastructures. Non, il faut également vraiment miser sur l'adaptation, bien sûr, de la formation aux besoins du continent. Et enfin, il faudrait vraiment que nos pays préparent les retours de nos frères qui ont brillamment étudié à l'étranger. Il y a ça, c'est ce qui fait même aujourd'hui qu'il y a un grand nombre d'Africains à l'étranger qui ont brillamment étudié, mais bon, leurs retours ne sont pas préparés. Ce qui fait qu'ils continuent à servir leur pays d'accueil. C'est bien. Et M. Alahaman Menda Benjamin, la question, comment l'Afrique peut-elle profiter de l'opportunité offerte par l'Union européenne en termes d'éducation? Oui, alors, merci. Moi-même, ok, donc actuellement, je suis également à Bruxelles, donc je suis dans la capitale européenne, hein, donc la question est dans l'intervention actuellement. Je souscris parfaitement à ce qui a été dit par mon prédécesseur, parce que justement, alors, la dynamique de ce partenariat, elle est devenue structurelle, parce qu'elle a commencé avant les années des indépendances, pendant les années des indépendances, et même dans les accords de partenariat, vous avez une grande dimension qui est donnée par le développement, et vous avez ce qu'on appelait aussi les fonds européens de développement, dont une partie normalement est censée aller dans les systèmes éducatifs pour former les cadres qui est le cadre. Bien sûr, le problème n'est pas au niveau du partenariat qui est proposé, c'est plutôt au niveau de l'identification des produits. C'est ça, ce partenariat-là, et c'est ce point sur lequel je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous dites. C'est à l'Afrique, en fait, c'est aux États africains de manière séparée, parce qu'il n'y a pas d'une seule Afrique. Donc, chaque pays, en fonction, bien sûr, de ses besoins, de ses budgets, pourquoi dans tel secteur, on a besoin de cadre, dans tel autre, on a besoin de cadre. Au départ, les années 60, l'ensemble des cadres, par exemple, on met un cadre administratif, parce qu'il devait aider à que ce soit des institutions, etc. Et puis, on se rend compte quand même qu'avec l'évolution actuelle, le système actuel, notamment relativement mieux, il faut repenser le système qui est actuellement en place parce que les systèmes qui sont calqués sur les et les anciennetés. Donc, ça fait que même lorsqu'on va sur la base de la loi, et bien on va sur les systèmes identifiés pas nécessairement adaptés à l'évolution des choses. Et donc, il va falloir, par exemple, on va dire, bon, bah, moi, donc on va envoyer des étudiants là, etc. Et cette dynamique, elle est structurelle et vous l'avez constaté, notamment vous passez par une plateforme qui s'appelle Campus France. Campus France, c'est quoi? Campus France, c'est si vous voulez la propre délégation faire les affaires étrangères et de l'Europe qui font conseil de des étudiants, proposer un certain nombre de donc, cette dynamique, elle est structurelle, elle est importante parce que nous
pas nous, en tant qu'Africains, soustrait à la situation globale. L'exemple, d'ailleurs, souvent posé en tête, ça vient de l'Asie. Donc, si vous venez des pays comme un certain nombre de pays, etc., avaient bénéficié aussi dans les années 60, 70, un certain nombre d'aides, mais ils se sont concentrés sur le en format de alors que nous, je pense honnêtement qu'on n'a pas encore réfléchi à ça, du moins pour les États francophones. La dynamique au niveau des États, ouais, dans le Rwanda, ici, par exemple, mettre plus d'accent sur la coopération. Donc, le partenariat, il ne faut pas faire. Elle est bonne, c'est un bon partenariat, mais la question, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de chaque État en fonction de sa politique de formation. Vous saviez, par exemple, que l'ambassade de France par le ministère français, par le biais du service culturel. Ces services culturels proposent parfois des universités, des échanges, etc. Et donc, c'est des choses qui existent. Et donc, je pense généralement que les États africains n'ont pas pleinement parce qu'on n'identifie pas nécessairement la vie. Et peut-être même, il y a même assez clientèle qui s'est appelée entre dedans parce qu'au lieu d'envoyer ces majorants de la promotion, et donc, justement, la manière dont ça doit être aussi, c'est vraiment des points de combat, à mon sens, c'est important. Peut-être en poursuivant un peu plus loin comment les Africains, comment les États africains peuvent faire ça, il faut justement reformer les systèmes de place, revoir un certain nombre de l'action. Là, il faut avoir aussi qui on veut, qui on le veut, quelle et c'est en fonction de ça qu'on va pouvoir partenariat là, le partenariat peut être focalisé sur la production des ingénieurs, pouvoir aller dans les encore aussi on va pouvoir focaliser. Donc, il y a beaucoup de flexibilité dans ce partenariat que nous proposons, mais en général, il me semble d'après le constat que je fais en tant qu'observateur externe, mais elle n'arrive justement pas à dégager la pertinence de leur programme. Justement, faire jouer tout ce partenariat à un certain nombre de compatriotes. La preuve, parfois, c'est qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont formés au Maroc. Hein, vous savez, il y a certains j'ai été officiel pendant 3 ans à Rabat. Et dans la convention que j'avais signée, moi, j'avais lu, dès que j'aurais terminé, j'étais obligé de rentrer chez moi et demander, moi, si éventuellement, c'est fait des suivis. J'avais eu des suivis. Personne ne m'a recruté. Et donc, voilà, c'est des réalités assez pratiques. C'est vraiment des points de vue des États africains. Oui. Allô? Oui, ok, vraiment, merci. Je pense que vous venez de décrire nos tristes réalités. Monsieur Abassa, comment l'Afrique peut-elle profiter de cette opportunité offerte par l'Union européenne en termes d'éducation? D'accord. Merci beaucoup. Et vraiment, je tiens sincèrement à remercier mes deux prédécesseurs qui ont intervenu sur ce point. Oui. Je vais prendre plutôt d'autres angles, d'autres aspects de cette question. D'abord,
quand nous parlons de partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique, comme tout autre partenariat, chaque faille ou chaque situation peut constituer d'opportunités. Et les opportunités que nous pouvons exploiter, ce n'est pas pour le beau jeu du partenaire, mais pour se faire développer. Eh bien, l'Union européenne dit vouloir soutenir l'Afrique, et cela va sous divers ordres. Je prends le cas des bourses dont nous avons évoqué, dont les deux précédents ont évoqué. Quand nous prenons par exemple le cas de mon pays, le Togo, nous envoyons des étudiants dans le cadre de coopération de bourse en Europe comme dans d'autres pays. Cela constitue des dépenses pour le pays hôte ou bien les pays hôtes, mais aussi pour le pays qui envoie ses étudiants pour la formation. Le Togo, par exemple, chaque année, nous déboursons minimum 3 milliards de francs CFA pour des compléments de bourse. Je ne dis pas de bourse complète, de compléments de bourse. C'est-à-dire que si, par exemple, en France, un Togolais a bénéficié d'une bourse qui réside en France et qui prend ses allocations boursières en France pour pouvoir résister, comme on appelle, vivre sur le territoire français, il a besoin d'un complément, puisque ce qu'on lui donne, comme la bourse ne suffirait pas. Donc, il faut que l'État envoie un complément de bourse. Ce sont des fuites de capitaux énormes. Ne voilons pas les mots, ne cachons pas les mots. Ce sont des fuites de capitaux énormes, par exemple, pour moi, mon pays, en envoyant un étudiant en France. Si cet étudiant, après sa formation, l'État ne capitalise pas sur cette dépense, je peux dire que ce sont des fonds jetés par la fenêtre. D'où il faut vraiment des politiques qui doivent être mises en place pour essayer de ramener ces connaissances acquises à l'extérieur pour le développement de nos pays. Et je tiens sincèrement à remercier Dr. Pour son intervention, Dr. Agbezoukan pour son intervention dans ce sens. J'aimerais ajouter ceci. La formation dont nous parlons, l'éducation dont nous parlons, ce n'est pas seulement l'éducation universitaire, ce n'est pas seulement la formation à l'école, ce n'est pas seulement l'éducation cours primaire, secondaire, etc. Il y a la formation professionnelle qui est un point important pour le développement de l'Afrique. Si nous voulons que l'Union européenne nous appuie dans un sens aujourd'hui, c'est d'orienter nos formations, de leur, comment on appelle, allocation ou leurs appuis dans la formation professionnelle. Nous avons besoin de produire beaucoup plus de maïs, produire beaucoup plus de niébé, produire beaucoup plus des choses agricoles pour notre consommation. En Afrique d'abord, nous avons besoin de développer nos industries. Nous avons besoin de développer beaucoup d'aspects sur le plan économique. Eh bien, pour pouvoir en arriver là, il faut de l'éducation, il faut de la formation. Et ces formations, ce n'est pas seulement pour les enfants, mais aussi, nous savons que nous avons déjà produit assez de chômeurs qui sont là actuellement, de bombes à retardement, des gens qui ont fini leur formation, soit en anglais, soit en lettres modernes, soit en allemand, soit en philosophie et autres. Et ils sont plus nombreux, ceux qui sortent de nos universités avec ces genres de formation, qui ne sont pas, il y a un déphasage avec le secteur de l'emploi en Afrique. D'où il faut une rééducation, il faut une réorientation, il faut une formation complémentaire à ces personnes pour pouvoir eux-mêmes développer des activités en Afrique. Donc, si nous voulons profiter de la coopération avec l'Union européenne en matière d'éducation, c'est d'orienter ces coopérations, c'est d'orienter ces accompagnements, c'est d'orienter ces financements de l'Union européenne vers des formations professionnelles et des formations complémentaires à ceux qui ont déjà fini leur formation. Maintenant, pour la formation pour primaire,
comment on appelle, préscolaire, primaire, secondaire et universitaire, il nous faut développer une nouvelle politique de l'éducation qui doit être différente de ce que nous sommes en train de faire actuellement. Notre éducation que nous sommes en train de donner aujourd'hui sur le plan, comment on appelle, formation livresque, ce que nous donnons comme formation à l'école en Afrique, c'était conçu de base pour que ces personnes formées aillent peut-être, tiennent d'abord l'administration pour la plupart, et d'autres comme comme on appelle des maîtres d'œuvre pour l'Europe. C'était ça. Vous allez voir qu'au niveau de nos cours de géographie, on va nous apprendre la géographie de l'Europe plus que la géographie de l'Afrique, ou la géographie des États-Unis plus que la géographie de l'Afrique. C'est pour que cet élève, à la fin de sa formation, quand il va aller en France ou bien aux États-Unis ou en Belgique ou en Allemagne pour travailler, qu'il puisse maîtriser la cartographie de l'Europe. C'était ça l'objectif principal. On va nous apprendre à maîtriser beaucoup plus la langue de Molière, maîtriser les philosophes français, maîtriser beaucoup plus la culture française. C'est parce que l'objectif principal, je parle de l'éducation après nos indépendances, l'objectif principal, c'est que nous formons des gens qui iront intégrer la société française et faire, c'est-à-dire constituer des mains d'œuvre pour l'Europe. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus besoin des mains d'œuvre pour l'économie africaine. Donc, il faut une formation calquée sur nos orientations politiques, nos orientations économiques. Donc, de renégocier nos accords, renégocier nos partenariats, renégocier. Ce n'est pas seulement avec l'Union européenne, mais beaucoup plus à partir de l'UNESCO pour que nous orientons mieux nos curricula de formation. Je vais ajouter ceci. Ouais. Monsieur Abassa, nous n'avons plus assez de temps. Je pense que vous aurez du temps de bien développer ce que vous venez d'ouvrir. C'est vraiment intéressant ce que vous êtes en train de dire. C'est très, très intéressant. Très intéressant. Mais bon, le temps dont nous disposons maintenant est compté. Nous allons passer au président qui a quelques mots à placer. Monsieur le Président, à vous la parole. Merci, merci. En écoutant les différentes interventions, effectivement, qui sont pertinentes et pointues dans le domaine de la formation et de l'éducation, je crois qu'il va falloir saluer entre-temps le leadership du Maroc royal dans la matière. Il faudra peut-être rappeler, c'est important, que nous, en Afrique, déjà, on travaille déjà. Au Maroc, plus de l'agence marocaine en coopération internationale a contribué à la formation de plus de 25 000 à 30 000 lauréats qui sont tous dans des postes très, très importants au sein de l'Afrique. Et actuellement, nous avons plus de 10 000 étudiants africains qui bénéficient de bourses marocaines octroyées par le Maroc. Donc, il y a déjà un travail qui est en train de se faire. Et pour la formation professionnelle, je voudrais rappeler qu'en 2019, il y a eu le premier sommet africain de la formation professionnelle qui a été lancé et organisé par l'Office de formation professionnelle du Maroc et qui a uni plus de 20 ministres pour justement faire une déclaration qui a été faite dans ce sens pour répondre à l'intervention de M. Abassa, qui a lancé un appel, qui a expliqué qu'il est temps. Oui, vous avez raison. L'Afrique est en train de travailler déjà. Il n'y a pas que le Maroc, il y a d'autres pays. Bon, mais comme moi, je suis marocain, je suis plus renseigné sur mon pays que sur les autres. Et donc, aujourd'hui, cette réunion aujourd'hui, ce webinaire qui nous rassemble, c'est justement pour partager ces quelques réflexions et surtout de pouvoir se rappeler que l'Afrique a besoin de leaders. Il faut fabriquer des leaders, non l'inverse. Et les leaders qui sont, c'est vous. Vous êtes des leaders pour l'Afrique. Et vous pouvez changer l'Afrique. Et nous pouvons contribuer à un véritable rayonnement de l'Afrique en donnant des pistes d'ouverture d'esprit universel
en pouvant travailler avec toute entité morale ou physique qui est censée apporter un véritable plus au niveau de la formation. L'Union européenne, on a vu, on va revenir là-dessus, on a d'autres webinaires qui vont montrer comment l'Union européenne, avec l'Afrique, Mandjou, notre animateur, il a expliqué effectivement qu'il y a eu une déclaration officielle qui a été faite. Il faut prendre connaissance de cette déclaration, comprendre qu'il y a un mouvement qui est en train de au niveau de l'Europe, et que nous, Africains, on doit comprendre ce qui se passe. Je reviens sur ce point parce qu'il est d'une importance capitale. Et comprendre qu'il y a un changement en faveur de l'Afrique et qu'il faudra aussi s'adapter et essayer de voir tout en préservant l'authenticité, les valeurs africaines. C'est tout à fait possible. Nous, et je suis très heureux. Oh, on doit avoir un problème de connexion là. Oui, je pense qu'il y a un petit problème de connexion chez le président. Oui, il doit avoir un problème de connexion. Il a un souci de connexion. Bon, je pense que c'est une réponse à votre appel. Oui, il dit qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis dans ce sens. Il y a des voilà. Oui, dans ce sens. Oui, si vous permettez. Oui, d'accord. Oui, il faudrait que j'apporte cette petite, comment on appelle, ce petit cliché. Mes interventions, vraiment, nous sommes en train de parler de l'Union européenne et l'Union africaine, mais il faudrait que je rappelle effectivement que ce leadership qu'incarne le Maroc en matière de la formation et d'aide à la formation pour tous les pays africains, il faut le saluer. Il faut le saluer, effectivement, ces formations. Ce n'est pas seulement à travers l'Agence de coopération internationale. Je salue de passage par-dessus. Il donne vraiment assez de bourses et même le quota a été rehaussé pour le Togo à travers une déclaration entre le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères du Togo, son professeur Robert Doucet. Et l'OFPPT, l'Office de formation professionnelle du Maroc, nous accompagne aussi énormément avec beaucoup d'étudiants togolais qui se forment ici. Et je tiens sincèrement à remercier le Royaume du Maroc pour cette ouverture qu'il a envers tout le peuple africain en matière de formation. Maintenant, pour le cas de l'Union européenne et l'Union africaine, cette déclaration dont vous avez évoqué au début, le président a rappelé tout de suite, c'est une déclaration que nous avons acceptée avec bras ouverts, qui nous a beaucoup, comment on appelle, qui nous fait plaisir de cette réorientation de cette coopération. Toutefois, il faudrait que cette réorientation cadre beaucoup plus avec nous-mêmes, notre culture et nos orientations en Afrique. On ne peut plus continuer par former des gens qui prennent des formations qui ne cadrent pas réellement avec nos orientations. C'est ce que j'aimerais ajouter à l'intervention du président. Je tiens sincèrement à le remercier. Merci infiniment de ce rajout. C'est très, très pertinent. Oui, il faut essayer maintenant d'adapter nos formations aux besoins de nos pays. C'est vraiment très intéressant ce que vous dites. Maintenant, je vais poser la troisième question à Monsieur Djifa. Monsieur Djifa, au regard de tout ce que vous venez de dénoncer, aujourd'hui, quelles sont les forces et les faiblesses de cette coopération? Pour parler de forces et faiblesses, ça revient d'abord à analyser la coopération en question dans tous ses aspects et voir ce qu'on y gagne et ce qu'on y perd. Encore une fois, aujourd'hui, est-ce que sur le continent, est-ce qu'il y a eu un travail
concernant l'analyse et l'évaluation des coopérations qui sont mises en place entre les pays africains et l'Europe pour voir en quoi cela nous est avantageux et qu'est-ce qu'on pourrait y améliorer. Donc, je n'ai pas connaissance de ce type d'études, mais quand on parle d'inconvénients, je ne pense pas qu'il y ait un inconvénient à coopérer avec l'Europe sur le plan de l'éducation, parce qu'on a toujours besoin d'apprendre. Il faut le reconnaître, l'Afrique aujourd'hui a un besoin en termes de formation. Notre seul problème, c'est que nous ne parvenons pas à identifier les domaines dans lesquels nous avons besoin de gens compétents. Nous suivons la masse et nous formons selon les programmes de ceux qui accueillent les étudiants africains. Donc ça, c'est le seul problème que moi je trouve. Et d'ailleurs, tous les intervenants viennent de le dire, c'est l'adéquation et l'adaptation des formations que les étudiants africains reçoivent à l'étranger à la réalité africaine qui cause problème. Si on va parler d'inconvénients, ça va être ça, puisqu'il n'y a pas un travail en amont qui est fait pour étudier nos besoins. C'est tout simplement cela. Sinon, on ne parlerait pas d'inconvénients à coopérer avec l'Union européenne. Il faut se le dire, c'est des États qui sont déjà en avance sur pas mal de choses et par rapport à l'Afrique. Donc, nous avons bien entendu besoin d'apprendre d'eux, et que ce soit sur le plan technologique et autres, les métiers du futur, nous avons besoin d'apprendre d'eux. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler d'inconvénients à coopérer avec ces pays-là. L'inconvénient plutôt se trouve de notre côté du fait que nous ne faisons pas le travail qu'il faut en amont pour essayer d'identifier nos besoins afin que nos étudiants que nous envoyons à l'étranger puissent se faire former dans les bons domaines qui répondent aux objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, voilà, si j'ai quelque chose à dire pour conclure ce point, c'est encore une fois de lancer un appel à nos dirigeants pour qu'ils fassent encore une fois le travail de fond. Abassa l'a dit tout à l'heure, au départ, le but était de former des gens qui iront servir de main-d'œuvre en Europe. Et malheureusement, depuis plus de 50 ans que nous sommes indépendants, je ne pense pas qu'il y ait eu un pays en Afrique qui s'est réuni avec toutes les forces vives. Quand je parle de forces vives, je parle de tous les intervenants qui sont dans le domaine de l'éducation, les enseignants et également le secteur de l'emploi pour justement essayer de réfléchir pour voir quels sont nos besoins, dans quelle direction nous souhaitons mener nos projets de développement pour voir quel type de formation, quel secteur de formation il faudrait mettre en place. Donc, il n'y a pas encore eu ça. Mais plutôt quand vous voyez les gouvernants avec les enseignants ou enfin, tous ceux qui interviennent dans les écoles et dans les universités, c'est plutôt des gens qui se regardent comme des chefs de faïence. Il faut juste voir les enseignants qui sont considérés comme les politiciens, comme étant des gens qui veulent simplement la vie facile pour je ne sais quoi. Donc, il faut plutôt un travail de synergie entre les dirigeants politiques, les formateurs, les éducateurs et aussi le secteur de l'emploi, donc le patronat, pour identifier les besoins du marché de l'emploi et former également les professeurs et les éducateurs, puisque si nous avons un marché de l'emploi qui a besoin d'un profil bien déterminé, que nos éducateurs ne peuvent pas former, là aussi, il y a problème. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une formation continue pour les éducateurs dans nos écoles, dans nos universités? Est-ce que ce n'est pas juste des gens qui ont reçu une formation de base et cette formation n'est pas mise à jour depuis des années? Et je donne juste cet exemple. J'étais rentré chez moi il y a quelques mois et il y a mon petit frère qui étudie le droit dans notre université. J'ai vu quelques photocopiés qu'il avait à la maison et j'étais sidéré parce que les illustrations qui sont faites
par rapport aux cours qu'on lui donne sont des articles tirés de la jurisprudence française. Donc, comment on peut expliquer qu'après plus de 50 ans d'indépendance, nous avons une justice au Togo qui produit des arrêts? Donc, comment se fait-il que les professeurs d'université ne puissent pas aujourd'hui utiliser ces décisions de justice du Togo pour pouvoir alimenter les cours qu'ils donnent aux étudiants dans les universités du Togo? Donc, il faut voir cela. Il faut voir. Donc, comment aujourd'hui on explique cela plus ça fait que toujours, on ne fait pas l'effort de s'adapter. On est toujours dans la première information que nous avons reçue et on continue dans ce sens. C'est la triste réalité aujourd'hui. On n'est pas en tout cas encore en train de chercher à faire ce qui nous convient, mais on fait juste ce qu'on nous a laissé, on continue dans ce sens. Les colonisateurs ou les colons, ils nous ont montré ce qu'ils faisaient à l'époque parce que ça répondait à un certain objectif pour eux. Depuis que nous sommes indépendants, il faut qu'on se pose la question de la direction que nous souhaitons donner à l'éducation nationale dans nos pays et adapter les formations, adapter les cours pour que ça réponde à nos réalités. Donc, encore, si je reviens à l'exemple que je viens de donner, c'est déplorant. C'est déplorant qu'aujourd'hui, des étudiants de l'université de Lomé ou de Kara étudient. Je ne dis pas que c'est mauvais de donner des exemples tirés de la jurisprudence française. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais dans les polycopiés, vous n'allez rien trouver qui proviennent des tribunaux togolais. Est-ce que ça veut dire que les tribunaux togolais ne donnent pas de décisions? C'est faux, puisque ces tribunaux se réunissent tout le temps et travaillent sur des thématiques similaires. Donc, on peut très bien aussi faire un effort, aller chercher ces informations-là, mettre à la disposition des étudiants qui sont formés principalement pour travailler au Togo. Donc, si ces personnes ne connaissent pas les décisions qui sont rendues par les tribunaux togolais, comment voulez-vous que demain, ils deviennent de bons juristes qui soient capables de travailler au Togo? Donc, c'est ça, en fait, là où je voulais en venir. Donc, le seul inconvénient qu'on trouverait aujourd'hui dans les coopérations entre l'Afrique et l'Union européenne, ce n'est pas en soi la coopération elle-même, c'est plutôt notre façon d'aborder la coopération qui pose problème. On aborde la coopération parce que, voilà, eux, ils l'ont proposé. Nous, on ne s'est pas posé la question de savoir est-ce que cela nous sera bénéfique ou pas. Si ça nous sera bénéfique, dans quel sens nous souhaiterons coopérer et quels sont nos besoins. Donc, aujourd'hui, ce travail de fond n'est pas fait et voilà là où nous en sommes. Donc, je conclurai sur cela. Vraiment, c'est parfait ce que vous venez de dire. Il faut maintenant qu'on cesse de compter sur les données internes. On doit essayer de nous baser sur ce qui se passe maintenant à l'interne. Il faut voir, c'est très déplorable qu'on continue vraiment à enseigner des articles français à nos jeunes frères. Oui, Monsieur Benjamin, à vous la parole. Oui, alors, je sais plutôt... Oui, la question, oui. Quelles sont les forces et les faiblesses de cette coopération, Union africaine, Union européenne? Alors, bon, il y a, je ne sais pas, au niveau donc, des faiblesses, hein, ça vient d'être souligné, donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui est faiblesse structurelle, défaut d'orientation, manque de vision aussi sur la prévisibilité de cette coopération, défaut aussi de structure, hein, il faut le dire clairement, il y a parfois des structures qui manquent au niveau du système éducatif au niveau national. Et donc, ça fait que oui, il y a certaines formes de coopération qui sont parfois proposées par l'Union européenne, par exemple, pour offrir des livres, alors qu'on ne fait pas des bibliothèques, etc. C'est un peu plus compliqué. Donc, oui, il y a toutes ces questions-là. Peut-être, si vous me permettez, je vais aller au-delà de votre question et faire peut-être des recommandations. Hein. D'accord. En guise de constat général, parce que il semble pertinent de le faire ici, puisque mon prédécesseur vient déjà de dire un peu globalement le problème majeur qu'on a dans cette coopération. Ce n'est pas tant la coopération elle-même, mais c'est la manière dont l'État africain porte cette coopération. Et donc, en termes de résolution, peut-être pour améliorer cette coopération, je dirais par exemple déjà qu'il faut repenser l'ensemble des systèmes éducatifs aujourd'hui qui sont en Afrique, il faut les repenser. Vous avez souligné tout à l'heure, par exemple, l'étude des arrêts en matière de droit administratif, qui sont des arrêts anciens,
l'étude des anciens manuels doyen Rivero, etc., sur un certain nombre de questions en droit. Bon, il y a aussi d'autres questions, que ce soit en sociologie ou autre. Je dirais que les manuels ce sont des manuels assez anciens et qui ne prennent en compte que les réalités françaises. Et parfois, il y a des décisions des justices, des juges eux-mêmes qui reprennent des jurisprudences françaises. Alors, c'est pas mal, c'est pas mauvais en soi, puisque il y a aussi ce qu'on appelle l'approche en droit comparé, tout ça, mais quand même, il faudrait revenir à la base, c'est-à-dire enseigner aux gens à être formés pour être des juristes pour être des juristes au Tchad, pour être des juristes au Maroc, etc., et non pas à mot à mot tout ce qui a été fait. Mettre aussi en place au sein des systèmes éducatifs ce que j'appellerais des indicateurs de performance, c'est-à-dire qu'il faudrait que chaque ministère de l'Éducation arrive à évaluer ses politiques en matière d'éducation. Si je vous nomme ministre de l'Éducation aujourd'hui, je demanderai à ce que vous m'apportiez un document décrivant votre vision de l'éducation et les différents types de partenariats que nous aurions, par exemple, avec l'Union européenne. Comment vous envisagez ces partenariats et mettez en place un certain nombre d'indicateurs de performance pour évaluer ces partenariats à la fin. C'est ça qui va permettre de savoir si une politique est bonne ou mauvaise et comment effectivement l'améliorer. Mettre aussi en place des systèmes d'orientation, exiger à ce qu'il y ait des orientations précises dans le cadre des coopérations que l'Union européenne donne, parce que l'Union européenne vous donne des nombres de places sur des universités en général ou encore sur des écoles en général. Mais il faudrait, par exemple, pour avoir plus de places, je ne sais pas moi, pour des écoles qui forment des ingénieurs, pour des écoles qui forment des architectes, pour des écoles aussi qui forment également des juristes, etc. Et donc, il faut mettre en place ce système d'orientation, revoir aussi la manière dont les études sont faites aussi au niveau interne, au sein des universités, que ce soit au niveau primaire, secondaire, et également au niveau du supérieur. Mettre aussi en place un mécanisme conjoint de partenariat avec les entreprises, par exemple, locales, pour identifier leurs besoins et répondre à ces besoins de manière pratique. Donc, si nous avions une société nationale qui fait dans les ciments, par exemple, la Sonacim ou autre, eh bien, on va dire à l'Union européenne, bon, dans ce partenariat-là, on va envoyer tel nombre de personnes qui vont se former dans ce domaine-là. Ils vont intégrer directement la société des ciments. Ou encore, si c'est dans le cadre d'une autre société exerçant dans d'autres types d'activités. Donc, mettre en place ce type de partenariat-là, c'est ce qui se fait très peu. Aider aussi, finalement, à formaliser un certain nombre de formations en milieu rural également, en Afrique. Donc, pour les aider à les formaliser, aider aussi à alphabétiser un peu, si je puis me permettre une expression, pour pouvoir les aider justement à comprendre un certain nombre d'enjeux, que ce soit au niveau rural ou au niveau de la ville. Intégrer aussi les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans nos nouveaux rapports. Ça se fait très peu, mais aujourd'hui, tout est algorithme, tout est instantané. Et on a très peu d'Africains, par exemple, voilà, qui vont. Moi, j'aimerais bien voir des Africains à la Silicon Valley, aux États-Unis, autres qui se font former et qui reviennent justement implanter le type de Silicon Valley chez nous, etc. Donc, il faudrait également penser à ça. Régler aussi de manière assez relativement cohérente la rémunération des enseignants. Les enseignants sont très mal payés. D'ailleurs, il y a tout le temps des grèves qui se font. Donc ça, ce sont des solutions, à mon sens, qui proposent de manière très, parce que le problème, on le connaît, est structurel, donc je ne peux pas le dire sur le problème. Voilà, je vous remercie. Vraiment, vos éléments de réponse sont d'une pertinence vraiment, les mots me manquent pour qualifier ce que vous venez de dire. Monsieur Abassa, quelles sont aujourd'hui les forces et les faiblesses de cette coopération? Merci beaucoup. Je ne vais plus marcher dans les bottes de mes deux prédécesseurs, mais je voulais juste compléter. Mais avant de compléter, il me faut faire un petit constat. Oui. Il nous faut amener à comprendre que la population actuelle de l'Afrique est estimée à 1,4 milliard d'habitants. Elle passera à 2,5 milliards en 2050, soit 23% de la population mondiale. Ceci va se multiplier 3 à 5% à l'horizon 2100. Donc, entre 33 à 37% de la population mondiale en 2100. L'Afrique était et demeure
la région de très loin la plus jeune du monde, creusant ainsi les écarts avec les autres régions. L'âge médian de la population passerait de 18 ans aujourd'hui à 23,9 ans en 2050 contre 27,7 ans, contre 27,7 à 37,9 ans en moyenne pour les pays en développement. Ceci pour dire que quoi? Avec cette forte population et cette forte jeunesse, si rien n'est fait, le spécialiste de la question démographique, François Herman, nous dit que si l'on intègre la croissance démographique projetée par l'ONU, c'est-à-dire le passage de ces 1,4 milliard actuellement à 2,5 milliards en 2050, les immigrés subsahariens installés dans les pays de l'OCDE pourraient représenter en 2050 non plus 0,4% de la population, mais 2,4% de la population des pays de l'OCDE. C'est-à-dire que nous faisons face déjà à un échec en matière de formation, en matière de rétention des Africains sur leur propre sol pour pouvoir faire développer l'Afrique. Il y a les guerres. Ces guerres sont des conséquences d'une manière ou d'une autre d'une mauvaise formation ou éducation. La famine, c'est parce que nous sommes mal éduqués que nous ne produisons pas ce que nous allons consommer. La sécheresse, c'est parce que nous sommes, c'est-à-dire le monde entier en général, et surtout ceux qui polluent plus comment on appelle l'environnement, qui crée ce dérèglement climatique. Donc, tous ces facteurs comme guerre, famine, tout ça là, qui sont des facteurs qui poussent les Africains à quitter le sol africain pour aller vers l'Europe, l'Eldorado, que nous croyons, c'est parce qu'il y a une mauvaise éducation. Donc, la question de l'éducation revient. C'est l'une des faiblesses que je peux dire de cette coopération. Ce n'est pas seulement avec l'Union européenne, mais l'éducation en général et avec tous les partenaires du monde. Le président l'a dit, si vous voulez aider l'Afrique, il faut aider en passant par l'éducation, en stimulant l'éducation. Donc, si l'Union européenne veut protéger vraiment ses frontières par rapport à cette vague migratoire qui pense que ça va les déranger, c'est de financer énormément l'éducation en Afrique. Donc, les forces de cette, comment on appelle, de cette coopération, si je peux citer 2 ou 3, c'est cette proximité d'abord avec l'Europe, 15 km. Vous êtes déjà en Europe, donc nous sommes très proches. Donc, il faudrait qu'on partage certains éléments, il faudrait qu'on ait une politique d'ensemble pour que, comment on appelle, l'un ne se sent pas lésé dans cette coopération. Et là, ça passe par l'éducation. Une autre force que nous pouvons donner, c'est cette forte popularité dont nous avons, qui peut servir vraiment, comment on appelle, une grande source de production des choses qui peuvent, comment on appelle, aider aussi l'Europe. Ce n'est pas seulement un marché de consommation, mais les Européens peuvent délocaliser leurs industries, peuvent délocaliser beaucoup de choses vers l'Afrique comme un marché de production. Et là, ça passe par l'éducation. Si la population est mal éduquée, est-ce que vous pouvez délocaliser des entreprises vers quelque part où les gens sont, comment on appelle, n'ont pas reçu la formation qu'il faut pour pouvoir produire. Donc, ce sont des éléments que je peux mettre dans la balance pour compléter ce que mes prédécesseurs ont dit. Je vous remercie. Monsieur Abassa, en votre qualité de jeune économiste, politicien en même temps panafricain, qu'avez-vous à répondre à ceux qui disent que cette coopération consiste à l'européanisation ou à l'endoctrinement, si vous voulez, des Africains qui vont en Europe, leur formation?
D'accord, merci beaucoup. Je voudrais passer en quelques mots. Oui, oui, cette focus est beaucoup plus diplomatique pour dire que la géopolitique, mélangée avec l'économie, hein, comme vous l'avez cité, la géopolitique du monde voudrait que si vous voulez devenir puissant, il faudrait amener les autres à s'accorder sur vos positions. Donc, l'Union européenne, c'est de son plein droit de développer des politiques qui permettraient peut-être à l'Africain de réfléchir comme l'Européen, de penser comme l'Européen, de aller dans le sens de l'Européen. Donc, c'est leur plein droit. Maintenant, pour une bonne coopération, on peut essayer, l'Africain peut essayer de négocier mieux pour que sa voix aussi puisse porter un peu plus haut. Et c'est ce qui se traduit actuellement dans l'accord ACP-UE qui a été renégocié, comme on appelle, ces dernières années. Donc, cette renégociation a été dirigée par le professeur Robert Dussé du Togo, comme on appelle, ministre des Affaires étrangères du Togo. Et je peux dire que peu importe les affirmations que les gens peuvent donner dans ce sens, l'Union européenne, c'est pour pouvoir imposer son hégémonie sur le plan mondial, peut passer par tous les moyens pour pouvoir s'imposer. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cette question. Je pense que je vais vous embêter. Voilà, partant du postulat que vous venez de poser là, doit-on rompre avec ce partenariat ou le continuer ou le réformer? D'accord, merci beaucoup. Et je pense que c'est le réformer. Continuer et réformer. J'ajoute les deux. Les deux, ça, je veux les ajouter. Rompre, je ne pense pas que nous pouvons rompre. Nous sommes liés, cette proximité avec l'Europe, je viens de le dire, 15 km seulement qui nous séparent. En plus, le fait que nous avons été colonisés par la plupart des pays de l'Union européenne, le fait que nous avons accepté cette culture à un moment donné, nous sommes déjà dans cette lancée. Et pour essayer d'équilibrer les choses, on ne peut que renégocier notre accord, c'est-à-dire que réorienter cette coopération. On ne peut pas rompre. D'accord, merci. Et il nous conseille de continuer tout en réformant, bien sûr, ce partenariat. Je pense que nous sommes arrivés au terme de cet entretien spécial. Vraiment, merci et merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont vraiment suivis du début jusqu'à la fin et merci beaucoup à vous. Je vous remercie énormément. J'invite tout le monde à venir suivre le match Zambie-Togo qui se passe tout juste à côté de ma maison, là, la CAN féminine. Le stade est tout juste à côté de ma maison, donc à 1 minute, moi je rentre au stade. C'est pour cela que je suis en maillot togolais. Pour supporter notre équipe féminine. Bonne chance au Togo, bonne chance au Togo. Merci, excellente soirée à vous. Merci. Vraiment, merci, monsieur Benjamin. Merci vraiment de la pertinence de vos propos. Merci à vous. Ce fut un plaisir. Merci à la Fondation, merci au président et aux chers collègues. Merci. Et enfin, pour conclure cet entretien, je dirais ceci. Comme l'a si bien dit Augustin Strindberg, l'éducation fait de chacun de nous une machine et non pas un individu. Donc, l'Afrique doit continuer vraiment ou doit commencer, si vous voulez, à beaucoup plus miser sur l'éducation que sur des organisations qui ne sont vraiment pas de nature à fluidifier ou à faciliter le processus de développement de notre continent. Merci et tous mes remerciements au président et au directeur et aussi à ma collègue Coloré. Merci.